que les personnes se connectent. Hello, hello. Ça me fait rire parce qu'il y a toujours beaucoup d'hommes dans ces... Salut. Beaucoup d'hommes dans ces lives. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors, pour rappel, moi, je m'occupe essentiellement des femmes qui souffrent de dépendance affective dans des relations, la majorité du temps, avec des hommes. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à parler d'hommes toxiques, etc. Évidemment, ce n'est pas le cas de tous les hommes. Évidemment qu'il y a des femmes toxiques. Je refais un point là-dessus parce que vous me reprenez souvent là-dessus en story ou même dans les commentaires, etc. Mais c'est important de le dire. Et c'est aussi important... Salut, encore un mec, tu vois. Et en fait, il m'arrive d'accompagner des hommes en individuel. Donc voilà, s'il y a besoin, c'est possible. C'est juste que je ne fais pas d'accompagnement collectif avec des hommes et je ne mélange pas les hommes et les femmes dans les accompagnements collectifs. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le projet, c'est de parler des relations toxiques et de comment est-ce qu'on sort de l'emprise. Alors je vais juste faire un petit rappel sur en gros qui je suis et pourquoi je fais ça. Donc moi j'ai vécu l'emprise et des relations toxiques, d'abord des relations amicales avec des nanas dans ma jeunesse et puis une relation amoureuse avec un homme donc pendant quelques années qui avait alors le mot est galvaudé aujourd'hui mais donc les traits d'un pervers narcissique. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un pervers narcissique, mon dernier live, j'en parle, je fais une définition un peu plus aboutie de ça. Et en fait, toutes ces relations, elles étaient dues à ma dépendance affective, mais j'ai mis très longtemps avant de le savoir, parce que j'avais des troubles émotionnels assez forts, des problèmes de dépression, etc., des problèmes d'addiction aussi. Et pendant des années, entre 16 et presque 30 ans, j'avais pas mis de mots, en tout cas j'avais pas mis le mot dépendance affective sur ce que je vivais. Et quand c'est arrivé, j'ai décidé de me faire accompagner, donc j'ai été suivie par un thérapeute qui avait une approche à la fois émotionnelle, à la fois de coaching mental. On a travaillé sur toutes les blessures fondamentales, les blessures de l'âme, donc injustice, trahison, rejet, humiliation, abandon, etc. Et un travail énergétique aussi. Et en parallèle de ça, j'étais en études de yoga, je faisais de la yoga thérapie et du coup j'ai combiné tout ça, donc l'approche du yoga qui est physique mais pas que d'ailleurs, avec tout ce que lui m'avait apporté et pour travailler sur cette dépendance affective. Et j'ai ajusté tous ces outils pour pouvoir ensuite accompagner les personnes après avoir été formée par cette même personne, ce même thérapeute, sur du coup les différents outils qu'il utilisait pour avoir un accompagnement qui soit vraiment à 360 degrés, c'est-à-dire sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique. Et donc c'est aujourd'hui ce que je fais. Et effectivement, j'accompagne plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. Alors, le sujet des relations toxiques, déjà, alors je vais juste rappeler, alors désolée, je lis un tout petit peu mes notes pour me rappeler de toutes les questions. Qu'est-ce qu'une relation toxique, évidemment? Qu'est-ce que l'emprise et comment on reste? Pourquoi on n'arrive pas à en sortir? Ça, c'est le premier sujet pour moi à traiter. Une relation toxique, en fait, c'est tout simplement une relation dans laquelle on est dans une souffrance. Et malgré cette souffrance, et malgré la meilleure volonté du monde, on n'arrive pas à partir. Il arrive qu'on puisse partir, on va y revenir. Mais à un moment donné, on revient et on fait des allers-retours. Et c'est ça le principe de la relation toxique. C'est vraiment d'avoir cette volonté de vouloir s'en sortir, cette souffrance
et de ne pas réussir à le faire. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que l'emprise? En fait, l'emprise, c'est lorsque la personne a l'ascendant sur nous. Elle a un pouvoir sur nous. Et ce pouvoir, il est tel que tout ce que va faire, dire cette personne, ça va être la vérité absolue. Ça va être la seule vérité possible. Et l'emprise, elle est d'autant plus forte pour les personnes qui souffrent de dépendance affective. Parce que dans la dépendance affective, il y a deux fortes caractéristiques. La première, c'est qu'on va mettre l'autre sur un piédestal. Donc déjà de base, on va mettre l'autre au-dessus de nous. Donc dans ces cas-là, c'est facile pour l'autre d'avoir de l'emprise. C'est facile d'avoir du pouvoir sur nous. Parce qu'en fait, de nous-mêmes, déjà, on va se mettre en dessous. Et la deuxième chose, c'est que dans la dépendance affective, on va aussi donner à l'autre les clés de notre bonheur. C'est-à-dire, on va dire, vas-y, c'est toi qui décides. C'est en fonction de ton humeur, en fonction de ce que tu vas me dire, en fonction de ce que tu vas faire, que je vais me sentir bien ou pas bien. Et donc là encore, ça vient renforcer forcément l'emprise. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'en libérer? Pourquoi est-ce que on reste dans une relation toxique? Ou pourquoi, si on arrive à s'en sortir, on n'arrive pas à résister à la tentation d'y retourner? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est parfois on n'arrive pas à sortir de la relation parce qu'on ne se rend pas compte à quel point elle est toxique. Donc on ne se rend pas compte de la souffrance. Ensuite, est-ce que vous m'entendez bien? Juste pour être sûr, après 8 minutes... Ah, c'est très intéressant, donc ça veut dire que tu m'entends. Super, merci Yannick. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la première raison, c'est tout simple, c'est qu'on n'en a pas forcément conscience. Ensuite, le principe même de la relation toxique, c'est qu'en fait, elle nous fait en permanence douter. C'est-à-dire que on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sait que ça nous fait du mal. Mais en fait, il y a toujours un truc qui vient plus ou moins rééquilibrer la balance et qui fait que le doute persiste, mais n'est pas suffisant pour nous faire sortir complètement de la relation. Et puis, une autre raison qui fait qu'on va rester, c'est souvent on est attaché au passé avec la personne. Donc on est attaché à des souvenirs qui sont d'ailleurs souvent des souvenirs qui sont un peu biaisés, mais de bons souvenirs. Et du coup, on est attaché au fait que ces souvenirs reviennent, que les belles choses reviennent. On est attaché au futur aussi d'une relation qui n'existe pas, mais qu'on a idéalisé. Donc attaché au fait qu'on ait encore l'espoir que cette personne change. Spoiler, ça n'arrive jamais. Et un point qui est pour moi peut-être le plus important, c'est ce qui se passe au niveau de notre système nerveux. C'est-à-dire que dans une relation toxique, quand on reste alors qu'on a envie de partir, c'est qu'on a un problème au niveau de notre système nerveux. C'est que, en fait, on est totalement dans ce mode de sidération. Le mode de sidération, si vous avez lu mon email, ma petite newsletter de vendredi dernier, j'en parle dans une histoire que je raconte avec un fameux Ludovic. Donc j'explique vraiment ce que c'est que l'effet de sidération et ce qui se passe. Et ce mode-là, il fait que, en fait, on est complètement figé, on est complètement paralysé, on n'arrive pas à faire quoi que ce soit, et même avec toute la meilleure volonté du monde. Et en fait, il y a un vrai besoin de régulation par rapport à ça. Et c'est en général la première chose qu'on va faire, la première chose sur laquelle on va travailler pour aider la personne à sortir de l'emprise. Ensuite, il y a un truc
il y a une autre raison, c'est que souvent la souffrance connue est plus confortable. Le mot est un peu violent parce que c'est pas du tout du confort, mais vous comprenez ce que je veux dire. La souffrance connue est plus envisageable que l'inconnu. Et on peut rester dans des situations... En fait, c'est le principe de la zone de confort, hein, qui n'est pas du tout une zone de confort, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que on préfère être dans une souffrance, mais on connaît la relation, on connaît les mécanismes, on sait ce qui va se passer. C'est plus rassurant pour nous que de partir sans savoir ce qui va se passer, en fait. Parce que quand on quitte une relation, aussi toxique soit-elle, on ne sait pas ce qui va se passer. Et souvent, d'autant plus quand on est en dépendance affective et qu'on souffre de la peur d'être seul et de le rester, on a besoin de l'autre. Et même si l'autre est notre bourreau, on préfère malgré tout rester. Je vais donner d'autres raisons pour lesquelles on a du mal à sortir de l'emprise, mais je vais les donner au fur et à mesure en répondant aux autres questions du coup. Ah oui, ce que je voulais dire aussi par rapport à cette fausse zone de confort, c'est que c'est précisément à ça que la thérapie elle sert. C'est-à-dire que je reçois des personnes qui souvent savent qu'elles sont dans une situation compliquée, elles ont envie de s'en sortir, elles n'arrivent pas à passer à l'action, malgré toutes les prises de conscience, etc. Précisément parce qu'elles ont peur de ce qu'elles vont avoir par la suite. Et dans le travail de la thérapie, en fait, on fait des projections et on apprend à la personne à prendre confiance en elle et à prendre confiance en la vie, en fait, pour qu'elle puisse justement commencer à se libérer petit à petit de cette fausse zone de confort où elle est en souffrance mais elle sait, et comprendre que l'inconnu finalement il est peut-être pas si inconnu, parce que l'inconnu en fait on apprend aussi à le construire, et ça sans une aide extérieure. Moi je connais personne qui a réussi à faire ça, moi-même déjà, et puis toutes les femmes que j'ai pu soit accompagner soit rencontrer et qui m'ont dit je vais me débrouiller toute seule, et en fait ça c'est vraiment un travail très spécifique qui est pour moi essentiel en fait dans la possibilité de pouvoir sortir de l'emprise. Alors comment, ça c'était une autre question, comment prendre sa responsabilité dans une relation toxique, sachant qu'on est en souffrance et qu'on est la victime aussi. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on prendrait sa responsabilité, après tout? Alors si vous avez écouté peut-être mes lives, d'autres lives, vous savez que en fait, prendre sa responsabilité, c'est justement pouvoir sortir de la souffrance. Responsabilité n'est pas culpabilité. Dans la culpabilité, on va donner beaucoup de haine et de honte à la part de nous qui est en souffrance, à la part de nous qui reste sous emprise. Et dans la responsabilité, on va au contraire lui donner beaucoup d'amour. Donc elle est vraiment là la différence, c'est-à-dire que d'un côté, on a la haine de soi, la dévalorisation, et de l'autre, on a l'amour. Culpabilité, responsabilité. Et la responsabilité, souvent, c'est aussi ça qui nous permet de passer à l'action. C'est ce qui nous donne des ailes. Alors que la culpabilité, au contraire, elle nous maintient dans cet état justement de sidération. On est complètement figé et elle nous empêche réellement d'avancer. Donc voilà déjà pourquoi c'est hyper important de faire la distinction et de prendre sa responsabilité même quand on est en souffrance. Et comment est-ce qu'on fait pour prendre sa responsabilité là-dedans? Tout simplement, et en même temps c'est pas du tout simple, en faisant un travail de libération émotionnelle. La prise de responsabilité, elle vient de deux choses.
le fait d'avoir libéré les émotions, souvent de la colère, qui nous empêche de regarder la vérité en face. Et elle vient aussi évidemment d'une décision du mental. Sauf que une fois que les émotions sont libérées, le mental il joue plus contre nous, il joue avec nous. Avant que les émotions soient libérées, justement le mental il joue sur le phénomène de culpabilité et donc il nous empêche de prendre notre responsabilité. Donc la priorité vraiment pour prendre sa responsabilité, même quand on est en souffrance, c'est vraiment de travailler sur la libération émotionnelle et en particulier sur la colère. Voilà. Ensuite, question, comment sortir d'une relation toxique et ne plus y replonger? Alors, donc ce que je disais, c'est que le principe de la relation toxique, c'est que on souffre, mais on n'arrive pas à partir. Et parfois, on arrive à partir, mais il y a comme un truc qui nous happe et qui fait qu'on va revenir. Et ce qui fait qu'on va revenir, alors il y a les raisons que j'ai citées juste avant, toutes les raisons que j'ai citées tout au début là, du live. Et il y a un phénomène dont j'ai parlé justement dans l'email qui est le lien traumatique. Le fait qu'en fait, quand on vit un trauma, ça modifie notre fonctionnement cérébral. Et on crée un lien de dépendance avec notre bourreau. Et je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que j'ai promis que j'en parlerai dans le prochain email. Donc je vais détailler ce que c'est que le lien traumatique dans l'email de février, avec des exemples, etc. Mais en fait, ce lien traumatique, déjà, il est hyper déculpabilisant parce qu'il montre que, en fait, c'est pas nous, c'est pas un problème de volonté, encore une fois, c'est vraiment un truc qui se passe pour le coup sur le plan physique et qui crée une dépendance à l'autre et qui crée en particulier une dépendance au bourreau. Si vous voulez d'ailleurs savoir exactement ce que c'est que le lien traumatique, voilà, on en parlera en février dans la newsletter. Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on fait pour pas replonger? Comment est-ce qu'on fait pour pas replonger dans une relation? On a besoin de recréer son propre univers. En général, quand on souffre de dépendance affective et qu'on rentre dans une relation, notre univers il disparaît complètement. On se met à faire les choses que l'autre fait, on se met à délaisser notre propre vie, nos passions, nos amis, etc. Et on crée soit un univers à deux, soit carrément on se fond dans son univers à lui. Et le but du jeu, pour sortir vraiment de l'emprise et pas y retourner, c'est de recréer son propre univers. Soit récupérer celui qu'on avait avant, soit en créer un nouveau, mais qui n'ait pas d'interaction avec l'univers qu'on avait à deux ou l'univers de la personne. Et ça passe par plein de trucs, parce qu'en fait, ça passe par des passions, ça passe par un environnement, ça peut être un lieu de vie, ça passe par des relations, donc des amis, etc. Ça passe par des musiques qu'on écoutait, ça passe par des habitudes d'aller à une salle de sport, et puis en fait, du coup, c'est la même salle que lui, donc on change de salle. Donc ça passe vraiment par un tas d'éléments très pratico-pratiques, très concrets, qui vont vous permettre de recréer votre propre univers. Et en fait, ça a un double avantage. Donc c'est à la fois un exercice qui permet de vous sortir de la forme d'emprise, en tout cas de revenir à la relation systématiquement. Et ça sert aussi en fait à apprendre à passer du temps seul. Ça sert à recréer de la confiance dans l'idée que passer du temps seul, c'est cool. Et que notre propre présence peut être parfois suffisante, peut même être parfois super agréable. Et voilà, donc double bénéf pour ce petit truc. Et qu'est-ce que je vous avais noté aussi? Alors évidemment, être avec une personne qui fait du mal,
ça veut dire être avec une personne qui souffre. Donc si vous avez un ex, ou si vous êtes en couple avec une personne dans laquelle vous vivez une relation de souffrance, donc une relation toxique, ça veut dire que cette personne aussi, elle est en souffrance. Si vous êtes encore dans ce truc de sauver la personne, potentiellement, vous allez rester. Mais si vous n'êtes pas particulièrement dans ce truc de sauveuse, vous pouvez vous dire que cette personne souffre, mais plutôt que de prendre soin d'elle, de faire ce qu'il faut pour aller mieux, elle préfère faire souffrir les autres. Honnêtement, est-ce que vous avez juste envie d'être avec une personne comme ça? Est-ce que vous avez envie d'être avec une personne qui va mal et qui fait souffrir les autres parce qu'elle va pas bien? C'est une vraie question à se poser, en fait. Même si aujourd'hui vous êtes dans un état de souffrance, le jour où vous allez aller mieux, est-ce que vous avez envie d'avoir quelqu'un avec vous qui va pas bien et qui met tout ça sur le dos des autres? C'est-à-dire qu'on peut prendre le problème dans l'autre sens. C'est pas juste quand j'irai mieux, je sortirai de la relation sous emprise. La plupart des personnes qui sont sous emprise, qui viennent me voir, elles me disent ça. Elles me disent, je veux d'abord aller mieux et ensuite, quand j'irai mieux, j'arriverai à me détacher de lui. Mais en fait, le problème, il n'est pas du tout dans ce sens-là. En fait, il faut prendre complètement le truc à l'envers. C'est-à-dire que déjà, vous n'allez pas aller mieux tant que vous êtes dans une relation d'emprise. C'est-à-dire que on peut pas, j'ai mis un truc comme ça en story, mais on peut pas guérir auprès des personnes qui nous ont fait du mal. On peut pas se libérer de la souffrance auprès des personnes qui nous ont infligé cette souffrance. Il y a évidemment une notion de responsabilité, hein, c'est pas l'autre le méchant et vous la gentille, hein, mais on peut pas déjà de faire ça. Donc, c'est pas possible d'aller mieux et ensuite de sortir de l'emprise. C'est petit à petit, vous allez commencer à aller mieux et vous allez pouvoir trouver la force de sortir de l'emprise, sachant que ça demande du temps et ça demande de l'aide. C'est pas, enfin, pour moi, c'est pas possible de s'en sortir vraiment seul. C'est pas très vrai ce que je dis parce que je me suis sortie de ma relation toute seule, mais ça a pris beaucoup de temps. Je suis sortie de cette relation toute seule, c'est-à-dire que j'ai décidé d'arrêter complètement cette relation, de couper les ponts avec la personne dont je parlais tout au début. Mais par contre, j'ai pas du tout pu guérir toute seule. J'ai pas guéri. Je suis sortie de cette relation, je n'existais plus, j'avais plus de personnalité, je savais pas qui j'étais, j'étais plus rien. Et pour sortir de ça, j'ai dû être accompagnée pour le coup. Mais donc, comment sortir de cette espèce de spirale infernale où on y retourne, etc. Vraiment en prenant conscience que de toute façon, cette personne, elle n'est pas faite pour nous. Alors, ça paraît facile à dire, mais il faut être arrivé au début pour comprendre. Autre technique qui est assez merveilleuse, qu'on utilise en psychothérapie, qui consiste en fait à prendre les deux parts de nous qui s'opposent. La part de nous qui veut partir, mais aussi la part de nous qui continue de revenir. Ou la part de nous qui veut partir et la part de nous tout simplement qui reste. Et en fait, de laisser ces deux parties-là s'exprimer. Soit à l'oral, en prenant vraiment le rôle de deux personnages. Parce qu'en fait, une fois qu'on les met en expression, là, il y a quelque chose qui se passe, il y a des choses qui captent et qui se délient. Soit à l'écrit, en prenant par exemple un stylo d'une couleur et un stylo d'une autre couleur. C'est pas mal à l'écrit parce que ça permet vraiment de prendre le temps et de rien oublier et du coup de se comprendre mutuellement. C'est-à-dire, plutôt que, comme je disais tout à l'heure, d'être dans la culpabilité et de donner de la honte et de la haine à la partie de nous qui reste alors qu'on souffre, on va mettre de l'empathie sur cette part-là.
Et on va aussi pouvoir mieux écouter la partie qui a vraiment envie de s'en sortir. Parce qu'elle a aussi des vrais bons arguments. Et parfois, ces arguments-là, on ne prend pas assez le temps de les écouter. Et du coup, si on lui laisse un peu plus de place, c'est beaucoup plus facile de potentiellement la laisser gagner. Donc ça, c'est un super exercice. Ensuite, alors après, voilà, ça c'est un exercice qu'on peut faire en thérapie, mais que vous pouvez faire. Après, il y a des exercices de visualisation aussi qui aident beaucoup à faire dialoguer ces parts-là. Alors ça, c'était un point hyper important pour moi à voir. Du coup, je suis contente d'avoir un peu le temps de le voir. C'était comment reconnaître et parer les différentes techniques de manipulation. Des techniques de manipulation, il y en a, mais il y en a plein. Il y en a tellement que peut-être je vais faire un live que là-dessus, où je vais donner des exemples pour chaque. Parce que là, je vais vous lister tout ce qu'il y a en vous donnant la définition rapide. Et je vais donner des exemples pour certains, ceux qui me paraissent les plus pertinents et en fait les moins faciles à détecter. Mais globalement, il y en a plein et il y aurait plein de choses à dire. Donc peut-être que je ferai un live là-dessus. Alors, les techniques, donc évidemment, je les ai notées parce que là, j'en ai noté 16. Donc, je vais les lire. Le love bombing est une technique de manipulation. Donc, je rappelle, le love bombing, c'est le fait de couvrir d'amour la personne. Vraiment, de lui donner tout d'un coup. De manière à ce qu'elle devienne accro. Ça fonctionne sur tout le monde. C'est rare que ça ne fonctionne pas. Sauf quand on a un attachement sécure très très fort, un ancrage très très fort, mais en général, si vous regardez la vidéo, c'est que vous ne l'avez pas forcément. Mais ça marche sur tout le monde, et alors ça marche du feu de Dieu sur les personnes qui souffrent de dépendance affective, puisqu'elles ont précisément besoin de ça. Elles ont besoin de se nourrir de cet amour. Donc elles prennent, et en fait, elles deviennent accros hyper facilement. Ensuite, il y a la culpabilisation. Donc technique assez connue qui fait en fait douter l'autre et qui va le rendre plus manipulable, en fait, tout simplement. Généralement, les techniques de manipulation, elles sont faites pour soit faire culpabiliser, soit faire douter, en tout cas bouleverser le monde de la personne pour qu'en fait l'emprise soit plus forte. Donc je rappelle, l'emprise, c'est vraiment le fait que l'autre prend l'ascendant, l'autre a le pouvoir sur nous. Et pour avoir du pouvoir sur nous, il faut qu'on devienne un petit peu incapable de penser correctement, de réfléchir correctement, de voir les choses clairement. Et l'autre devient, comme je disais au début, le pilier de la réalité, vraiment la référence. C'est en ça que la manipulation, elle est pernicieuse. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la triangulation. La triangulation, c'est le fait d'impliquer une autre personne dans la relation. Par exemple, pour susciter de la jalousie, de la compétition, donc faire en sorte que l'autre se sente rabaissé, par exemple. Ça, c'est une autre technique de manipulation. Quatrième technique, le gaslighting, dont vous avez peut-être entendu parler. Le gaslighting, c'est on sème totalement la confusion et on fait complètement douter l'autre de sa perception. C'est-à-dire que l'autre n'a jamais dit ça, il s'est jamais passé ça. Et tout à l'heure, je parlais du fait que j'avais perdu mon identité, mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on arrive à douter de tout, de ce qui est réel ou non, forcément, on doute de nous, on ne sait plus ce qui est réel ou non, on ne sait plus qui on est. Et donc, c'est en ça que la manipulation est très puissante et que l'emprise est évidemment d'autant plus forte. Autre technique de manipulation, l'isolement, évidemment. Donc, l'isolement, c'est le fait de faire en sorte que les relations de l'autre soient limitées. Okay. Encore une fois, pour garder l'ascendant et donc faire en sorte que la personne qui manipule soit la référence de la réalité. Plus on va isoler l'autre, plus en fait notre seule source, c'est comme si vous ne regardiez que ces news. Exemple pas du tout pris au hasard. Si vous ne regardez que ces news,
vous penserez que tout ce qui est dit sur ces news est vrai parce que c'est votre seule source d'accès à la réalité. Bah, c'est exactement pareil dans le cadre des relations de manipulation. Ensuite, il y a le negging. Le negging, j'en avais fait un réel, c'est le fait de semer la confusion en donnant à la fois dans une même phrase ou dans un même truc un compliment et quelque chose de dévalorisant. Et ça donne aussi envie à l'autre de regagner la validation. Hein, dans la dépendance affective, on est en quête perpétuelle de validation de l'autre. Et donc, le negging, c'est une technique hyper pernicieuse, j'allais dire hyper bâtarde, pour faire, j'espère que vous m'entendez bien, pour faire en sorte que la personne, elle vienne tout le temps rechercher la validation. Et de nouveau, on retrouve ce pilier absolu de la vérité. Ensuite, je vous ai dit, il y en avait beaucoup. Il y a le chantage émotionnel. Donc, le chantage émotionnel, c'est un truc qui va faire culpabiliser, mais aussi c'est une manière de permettre à l'autre de ne pas partir. Typiquement, non mais si tu fais ça, je vais mourir, ou voilà, ou sans aller dans cet extrême-là, je vais être extrêmement triste. Donc c'est vraiment essayer de garder la personne avec elle, j'allais dire sous son aile, mais pas vraiment. Et c'est aussi la forcer à faire quelque chose. On utilise le chantage émotionnel pour forcer la personne, c'est-à-dire si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi, tu vois, ce genre de truc. Ensuite, il y a le silence punitif que vous connaissez toutes et tous. Le silence punitif, c'est voilà, tout simplement ne pas donner de nouvelles pour bien montrer son mécontentement. On va revenir dessus à propos du passif agressif parce que ça rejoint le passif agressif. Ensuite, toujours dans les techniques de manipulation, il y a ce qu'on appelle l'autorité, c'est-à-dire imposer ses choix et ses positions. Et toujours dans cette idée que de toute façon, l'autre détient la vérité. Donc, après tout, il n'y a pas à tergiverser, il a raison. Donc, il n'a pas à demander l'avis. Voilà, il n'a pas à vous demander votre avis, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est une forme de manipulation. De ne pas vous laisser le choix, de ne pas vous poser la question si ça vous convient, d'imposer une décision, d'imposer un choix, d'imposer un point de vue. C'est une technique de manipulation. Ensuite, il y a l'infantilisation. Donc ça, c'est une technique assez basique de dévalorisation de la personne. Toujours dans cette idée de garder le contrôle. Il y a le passif agressif sur lequel je reviendrai parce que c'est tellement subtil, le passif agressif, que ça peut passer inaperçu et pourtant c'est une technique assez violente. En gros, le passif agressif, c'est on n'est pas content, on n'est pas d'accord, mais on fait passer ça sous un ton soit aimable, donc sarcastique, soit neutre. Et je vais détailler tout à l'heure parce que pour moi le passif agressif c'est important de détailler. Le retournement de responsabilité aussi, c'est une manière de manipuler l'autre. Donc retourner la responsabilité, c'est en gros l'autre a fait quelque chose de mal, ou en tout cas qui nous a fait du mal, et en fait il va nous dire que c'est de notre faute. Donc c'est pas vraiment de la culpabilité, c'est vraiment en gros il l'a fait à cause de nous. Par exemple, si mon mec me donne pas de nouvelles en soirée, alors qu'on s'était dit qu'il me donnerait de nouvelles, et ben il va me dire, je réfléchis parce qu'évidemment mon mec ne fait jamais ça, mais il va me dire ouais mais je
je voulais pas t'inquiéter parce que la dernière fois, tu t'es énervé, t'as réagi comme ci, t'as réagi comme ça. Et donc, du coup, en fait, ça retourne la responsabilité sur moi. Et en gros, ah bah oui, bah c'est normal qu'il m'ait pas répondu, qu'il m'ait pas envoyé de message parce qu'en fait, c'est de ma faute. Sinon, il a raison, le pauvre, j'aurais pu mal réagir. Voilà, c'est exactement ça. Ça ressemble à de la culpabilité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, alors ça marche très bien sur la dépendance affective parce qu'on est déjà dans une emprise de base, mais c'est ce qu'on appelle, en gros, on va pousser la dépendance affective un peu plus loin. Et donc ça marche avec des personnes qui n'ont pas forcément de problématique de dépendance affective, mais en gros c'est montrer à l'autre que la relation est indispensable, que nous sommes indispensables à l'autre. Et en gros, c'est sans moi, t'aurais pas pu faire ça. Heureusement que je suis là, sinon, comment t'aurais fait, etc., etc. Donc, c'est vraiment chercher à se rendre indispensable à l'autre. C'est une technique qu'on utilise en tant que dépendant affectif, évidemment. Mais c'est une technique aussi qu'on peut se prendre, nous, dans la poire, parce que typiquement, manipulation. Il en reste 3. Il y a le chaud-froid. Alors ça, évidemment, le chaud-froid, vous savez, c'est le fait de créer un sentiment d'insécurité chez l'autre. Enfin, ça, c'est plutôt la conséquence, mais en gros, c'est à certains moments d'être super sympa, avenant, attentif, etc. Et puis à d'autres moments, d'être silencieux, typiquement froid, distant, etc. Donc ça va vraiment créer un sentiment d'insécurité. Et quand on crée un sentiment d'insécurité chez l'autre, on crée de la dépendance. Ensuite, il y a tout simplement la technique très basique de dévalorisation. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Donc on utilise les faiblesses de l'autre contre lui-même. Et donc ça permet de maintenir une forme d'emprise, de rabaisser l'autre. Et évidemment, la plus connue, peut-être une des plus connues, c'est le mensonge ou la mauvaise foi. C'est un petit peu pareil, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre ses responsabilités et en partie de reporter la faute sur l'autre. Donc ça fait partie des choses aussi qu'on a vues avec le retournement de responsabilité. Voilà, donc je vous ai cité 16 techniques et je vous propose de s'arrêter sur 3 techniques qui sont assez difficiles à détecter. Donc c'est pour ça que j'ai voulu les traiter un peu plus en détail et donner des exemples, parce que c'est pas forcément évident de les détecter, mais à mon avis ces phrases vous les avez déjà entendues. On va s'intéresser au gaslighting. Donc le gaslighting, c'est le fait de faire douter l'autre de la perception de sa propre réalité, et du coup de diminuer sa confiance en lui, de diminuer son autonomie, et donc d'augmenter évidemment la dépendance à l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça passe par plein de choses. Ça peut être juste nier la réalité, ça peut être minimiser les émotions de l'autre. Et donc ça va être par exemple tout simplement des phrases comme « mais j'ai jamais dit ça ». Non mais j'ai jamais fait ça, je pense que tu as rêvé. Ça va être précisément, on a parlé tout à l'heure de retourner la responsabilité. Ça va être non mais si tu te sens mal, je pense que c'est juste parce que tu es trop sensible. Si tu l'as mal pris, c'est parce que tu es trop sensible. Ou t'es beaucoup trop émotive, t'es beaucoup trop... c'est pour ça que ça va pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça, c'est du gaslighting. Ensuite, il y a carrément le fait d'inventer des trucs ou de changer l'histoire. De manière très naïve, de dire mais tu te souviens pas que tu m'avais dit ça? Mais si. Et du coup, c'est de faire passer un peu l'autre pour fou ou folle. Donc ça, en public, en plus, ça marche assez bien. Et de dire mais si, mais souviens-toi que tu m'as dit ça. Souviens-toi que c'est toi qui m'as dit que tu voulais pas aller à la soirée alors que moi je voulais y aller. Tu vois, ce genre de truc. Ensuite, dans le gaslighting, il y a aussi le fait de jouer sur les faiblesses de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, non mais ça je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais tu te rappelles jamais. Donc parfois c'est vrai.
mais c'est aussi une technique de gaslighting, c'est-à-dire de dévaloriser vraiment la personne, de mettre l'accent sur ses faiblesses et encore une fois de la faire culpabiliser. Ensuite, il y a le fait de minimiser une offense. Alors ça, c'est entre le passif agressif et le gaslighting, c'est-à-dire de dire mais de toute façon, pourquoi tu prends toujours tout mal? Non mais ça c'était une blague, non mais ça va, je rigole, faut pas le prendre mal comme ça. Donc ça c'est vraiment, alors ça va, je pense que ça commence à rentrer un petit peu dans le fait que c'est de la manipulation. Mais je pense que c'est important à rappeler parce que surtout dans les relations d'amitié, c'est moins évident. Dans les relations amoureuses, ça se voit plus, les gens voient un peu ces red flags là. Dans les relations d'amitié, un peu moins. Et ensuite, il y a aussi le fait, comme on est toujours sur le fait de jouer sur la mémoire de l'autre et de lui faire croire qu'en fait elle a mal compris ou elle a pas dit ça, etc. Il y a aussi ce truc de mais tu te souviens pas que tu m'avais promis qu'on ferait ça, de manière très très sincère, hein. Là on est vraiment sur c'est plus de la mauvaise foi, hein. Ou mais tu m'avais dit que c'était hyper important pour toi, tu te souviens pas, et du coup forcément ça fait culpabiliser l'autre. Mais ça c'est du gaslighting, vraiment. En gros, de manière générale, quand on vous dit que vos émotions, vos réactions sont disproportionnées, inappropriées, c'est de la manipulation. Ça n'a rien de très bienveillant. Et voilà, donc on va passer au negging. Le negging, donc, c'est la technique qui consiste à faire des remarques ou des compliments qui sont ambivalents. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a un compliment, mais en fait, c'est pas vraiment un compliment, voire c'est pas du tout un compliment. Donc, évidemment, il y a toutes les remarques sur l'apparence. Donc, du type, ouais, t'es jolie quand t'es jolie pour quelqu'un qui prend peu soin d'elle. C'est l'exemple que j'avais écrit. T'es jolie pour quelqu'un qui prend peu soin d'elle. Bon, est-ce que c'est un compliment ou est-ce que c'est pas un compliment? Et voilà, donc on peut se poser la question. Il y a aussi la comparaison en notre défaveur, évidemment, du type t'es mignonne, mais ma dernière copine, elle avait un style qui était vraiment incroyable. Et là, tu te dis, bon, en fait, je suis mignonne, d'accord, mais... Donc ça, c'est du negging. Ça, c'est vraiment de la dévalorisation pure et simple. Mais subtil. C'est le principe de la manipulation, c'est que c'est toujours assez subtil. Et il y a aussi la diminution des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on partage avec l'autre une bonne nouvelle. On partage avec l'autre sa réussite, par exemple, félicitations pour cette promo. Mais je pense que c'est parce que ton patron, il t'aime bien, non voilà. Donc en gros, on va faire un truc positif et on va mettre un taquet derrière, voilà. Et donc la personne, elle se dit, bah ouais, mais il y a quand même un compliment. Donc elle voit pas forcément que c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et ensuite, il y a la fausse admiration. Alors la fausse admiration, j'ai noté... Ah ouais, je ne pourrais jamais porter ce genre de tenue, il faut du courage. Il faut du courage pour porter ce genre de tenue. Donc ça, c'est vraiment... tu ne sais pas. Et à partir du moment où tu ne sais pas, de toute façon, si tu as un doute sur le fait que c'est un compliment ou pas, c'est que ce n'est pas un compliment. Je pense que c'est ça la règle qu'il faut revenir. Il y a aussi la critique, c'est-à-dire, par exemple, tu veux reprendre tes études, mais t'es sûr que tu veux reprendre tes études, ça a l'air dur quand même. Alors parfois, il peut y avoir une réelle inquiétude de la personne, mais a priori, s'il y a un doute, c'est que c'est pas du tout bienveillant. C'est que la personne, elle essaye de te montrer que tu n'es pas capable et que voilà. Donc ça va jouer évidemment sur la confiance en soi. Et il est 20h45. Et du coup, je vais faire rapidement le passif agressif. Le passif agressif, c'est vraiment une technique très subtile qui va masquer la véritable intention. La véritable intention, c'est souvent d'exprimer de la colère, du mécontentement, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais l'autre ne l'exprime pas et du coup va utiliser plein
plein de stratagèmes pour faire comprendre que ça va pas, mais sans le dire. Et donc, il n'y a pas de discussion ouverte. Donc, c'est beaucoup de silence. Par exemple, vous parlez à la personne et elle répond pas. Juste ça. Donc, c'est comme si elle vous écoutait pas. Donc, ça, c'est une forme de passif-agressif. Il y a tout ce qui est des formes de sabotage ou de... comment dire, on fait pas les choses, c'est-à-dire que vous demandez quelque chose à la personne et elle traîne des pieds pour le faire ou elle dit oui je vais le faire en sachant qu'elle le fera pas. Ça c'est une forme de passif-agressif, c'est-à-dire qu'on fait exprès de pas le faire ou de mal le faire pour montrer à la personne que on n'est pas satisfait et qu'on n'a pas envie, etc. Dans les relations amoureuses, ça peut être aussi une forme de sarcasme. Ça, je pense qu'on l'a tous fait et on l'a tous subi. Ce truc de ça y est, t'es rentré, c'est super. Je vois que ton travail il est plus important que moi, des choses comme ça, tu vois. Donc ça c'est du passif-agressif parce qu'en fait il y a vraiment un truc à dire, il y a vraiment un sujet à poser sur la table, mais plutôt que de le dire, on va dire ah oui c'est super. Toute forme de sarcasme, d'ironie, etc. Ô combien j'adore. Voilà, quand c'est dans le quotidien et dans une relation, c'est très 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 nocif pour la relation. Mais regardez Kaamelott. Kaamelott, c'est que du passif-agressif. Hein. Le roi Arthur, il fait que du passif-agressif envers Guenièvre la pauvre pendant les premières saisons. Après, il a compris, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? J'avais noté comme exemple les excuses. Ah ouais, les excuses déguisées, c'est vraiment pardon d'arriver en retard, mais bon, de toute façon la dernière fois, toi t'as pas fait particulièrement d'efforts pour arriver à l'heure, des choses comme ça. Ou en fait tu sais pas quoi dire en fait. C'est souvent des cas où tu sais pas comment réagir, parce que tu vois que la personne elle est pas contente, mais voilà. Petit pic de culpabilité. Et il y a aussi des formes, alors ça, pour l'avoir vécu, on voit très bien ce que c'est. C'est quand la personne, elle fait comme si elle nous soutenait, mais en fait, elle ne nous soutient pas. C'est-à-dire que c'est super que tu aies enfin trouvé un job, même si bon, ça risque d'être dur, tu vas être stressé, tu vas avoir moins de temps pour toi, etc. Donc en fait, elle met en avant tous les côtés négatifs comme si on ne les voyait pas nous-mêmes pour bien montrer, enfin pour rien montrer du tout en fait, juste pour décontenancer la personne et la maintenir sous emprise. Hein. Là clairement c'est ça, hein. Dans cet exemple là c'est vraiment ça. Et puis quand tu dis quelque chose, elle va dire mais non mais je me réjouis pour toi, je suis super content, mais quand même ça va être dur. Donc c'est finalement pas si difficile que ça à détecter quand vous regardez un petit peu plus dans le détail. Donc là, je vais m'arrêter là parce que ça va faire beaucoup, mais je reviendrai dessus. Je vais peut-être faire un live que là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse. Que sur les techniques vraiment de manipulation et de donner beaucoup d'exemples. Parce que là, j'en avais noté plein et j'ai pas tout dit, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous. Et petite chose, donc aujourd'hui on est le 29 je crois, demain le 30. Donc vous avez jusqu'au 1er février pour réserver un rendez-vous avec moi gratuitement. À partir du 1er février, les réservations d'entretien deviendront payantes. Donc si vous voulez le faire, faites-le avant samedi. Et même si vous prenez le rendez-vous évidemment après février, donc la semaine prochaine, etc., enfin après le 1er, ça reste gratuit pour vous. C'est juste que à partir du 1er, je vais faire passer en mode payant. Donc ce rendez-vous, c'est vraiment un moment où on parle de vous, on parle de ce qui ne va pas, on parle de de quoi vous avez besoin, quelles sont les urgences à traiter pour vous.
comment est-ce que vous envisagez le futur, si vous arrivez à envisager un futur. Et en gros, moi, à partir de ça, je vous propose un plan d'action qui va vous donner une direction et qui va vous permettre de passer justement à l'action. C'est le principe du plan d'action. Et je vous donne aussi un exercice personnalisé, donc qui va dépendre de votre situation et qui va avoir un impact direct. Donc c'est pas un exercice qui va vous prendre du temps, la tête, etc. Ça rajoute pas de charge mentale. L'idée, c'est de vous donner un truc simple, mais que vous avez envie de faire et qui va avoir un réel impact sur votre quotidien et sur le futur et la situation vers laquelle vous voulez aller. Donc rendez-vous sur mon agenda. Le lien est dans la description dans ma bio, je crois. Enfin oui, il est dans ma bio. Avant samedi. Merci.